C'est parti, j'enlève les petits bugs d'affichage et on va démarrer. J'espère que ça va bien ce jeudi 4 mai. Comme d'hab, on progresse toujours un petit peu, mais toujours un petit peu à la bourre sur le timing. Un jour, je vais y arriver. Euh, donc, revue de psychologie positive ce matin. Revue de psychologie positive, on va regarder un petit peu plusieurs articles. On va en faire un certain nombre. On va voir ce dont on va traiter. Je vous ouvre tout de suite la bonne fenêtre. Voilà, très bien. On va faire comme ça. Et hop là. Voilà les articles. Alors, on a plein d'articles. On n'en fera pas 6, hein, bien évidemment. Ce qui est certain, c'est qu'on va parler de mémoire et d'écran. Voilà, et d'attention et de lecture sur les écrans. Est-ce que ça change quelque chose? On va probablement parler aussi un petit peu de communication d'émotion par la posture du corps. Hop, j'enlève les pop-up. Cet article-là aussi, on va le traiter, l'évolution, enfin les origines de l'imagination humaine. Et puis, on a deux autres articles, un sur la motivation et les buts et le bonheur dans la vie, et un autre sur les points de vue extrêmes. Alors, ouais, et puis cet article-là, je sais pas encore, ça fait un petit moment que je l'ai en stock, je vais voir si on a le temps, mais plus un article que je garde pour une semaine, mais il y a un peu moins de choses. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec cet article, donc qui a été publié fin avril dans le Greater Good Magazine, donc qui est une revue en gros de psychologie positive qui est gérée par l'université de Berkeley en Californie, enfin par une fondation, etc. Qui se base évidemment sur la recherche en psychologie positive. Il y a toujours des articles de cités. Moi, ça me permet de vous faire un résumé un petit peu plus synthétique, un peu plus accessible. Et sinon, effectivement, il y a l'article scientifique derrière que j'ai été voir aussi un petit peu. Donc, je vous mets le titre. Hop là, les origines de l'imagination humaine. C'est parti. Et c'est parti. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette recherche, cet article? Les chercheurs se sont demandé d'où venait la capacité des êtres humains à imaginer. Donc quand on parle d'imagination, on parle bien sûr du fait de pouvoir se représenter, se construire des images mentales d'une situation, et ce, en l'absence de stimuli externes. Et puis pas juste d'avoir des images mentales, mais de pouvoir explorer un endroit, de pouvoir explorer des sensations, etc. Donc là, c'est ce qui est signifié ici. Hein. L'imagination, c'est créer des images mentales de quelque chose qui n'est pas actuellement accessible au sens, qui n'est pas présent, et qui n'est même potentiellement pas une réalité, c'est-à-dire qui n'existe pas. Si j'imagine une licorne, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si j'imagine, je sais pas moi, le sphinx en tant qu'animal, c'est quelque chose qui, enfin, en tant qu'hybride, c'est quelque chose qui n'existe pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est de l'imagination. Et c'est une des choses qui nous caractérise. Alors ici, donc l'article, pardon, je vais vous dire qui a écrit l'article quand même, hein, c'est Andrei Vyshydesky, je pense, donc qui est un neuroscientifique à l'université de Boston. Voilà. Et donc, lui, il s'intéresse avec ses équipes aux structures du cerveau qui sont nécessaires pour reconstruire des scènes mentales, en fait. Et en regardant ça, on peut un peu faire une déduction sur les origines, en tout cas on peut faire des hypothèses sur les origines de l'imagination, puisque vous savez que certaines structures, évidemment, du cerveau, enfin certaines zones du cerveau sont propres dans leur format actuel à l'homme, et ensuite on a, en fonction du type d'animal, quand on remonte un petit peu, les reptiles, les poissons, les mammifères, etc.,
on va avoir des structures du cerveau qui sont similaires. On a des zones qui existent chez certains animaux, dont on fait partie, et des zones qui n'existent pas chez d'autres animaux, qui sont situées plus en amont dans l'embranchement d'évolution, alors qui existe encore aujourd'hui, donc c'est plutôt une branche parallèle, mais qui ont divergé un petit peu plus tôt et qui ont fait l'objet de moins d'évolution que l'être humain. Donc ça nous permet de regarder un petit peu d'où ça vient. Alors, même si les choses ont évolué sur le sujet, ce que nous dit ce scientifique, évidemment en citant des sources, il y a des sources à chaque fois d'articles scientifiques, c'est que les dinosaures étaient des animaux à sang froid. Alors, je sais, il me semble, donc je ne vais pas dire de bêtises, que sur certains dinosaures, l'hypothèse maintenant, c'est qu'il y avait quand même des dinosaures à sang chaud aussi à la fin de, en tout cas certaines périodes, certains types de dinosaures, mais globalement, effectivement, les dinosaures sont des animaux à sang froid, enfin étaient des animaux à sang froid, et donc qui étaient plus efficaces pour chasser de jour, quand il faisait chaud. Et les mammifères qui sont arrivés un petit peu après, c'était des petits mammifères avant l'extinction des dinosaures, eux, ils étaient plutôt nocturnes, puisqu'ils avaient plus de chances de survivre quand ils allaient récolter leur nourriture la nuit. Bon. Souvent, c'était des mammifères qui creusaient, etc., qui se planquaient dans la terre. Et donc, pour ça, le lien avec ça, c'est le sang chaud, parce que la nuit il fait plus froid. Mais quand on a le sang chaud, il faut manger plus d'énergie pour maintenir son métabolisme. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit dans l'article, hein, c'est que les mammifères ont besoin de manger beaucoup plus par unité de poids de corps pour maintenir leur température déjà de base. Ils dépensent plus d'énergie. Nos ancêtres, en l'occurrence, les mammifères de l'époque, devaient manger 10 fois plus, enfin, devaient trouver 10 fois plus de nourriture pendant leur courte période d'éveil la nuit que les dinosaures. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça, ces mammifères? L'hypothèse ici, c'est qu'ils ont développé un nouveau système pour mémoriser les endroits où ils trouvaient de la nourriture. Et donc ces souvenirs-là, ils sont dans ce qu'on appelle la mémoire spatiale en fait, hein, et pas que, et aussi de la mémoire sensorielle. Et donc c'est une partie du cerveau qui intègre les différents stimuli pour créer de la mémoire sensorielle. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et donc c'est une partie du cerveau aussi qui contrôle la navigation dans l'espace. Donc on a les aspects du paysage qui sont encodés dans le néocortex, donc c'est dans la zone la plus évoluée du cerveau, la plus récente, la plus extérieure aussi, dans le sens où l'extérieur c'est près du crâne, et la navigation c'est dans le cortex entorhinal. Alors je sais pas si on a un petit schéma là, je sais plus. Non, c'est plus juste l'article scientifique d'origine, mais bref, donc tout ça est interconnecté dans l'hippocampe, qui est une structure centrale du cerveau, qui est ce qu'on appelle le cerveau mammalien, mammifère, puisque les reptiles n'ont pas cette structure-là. Donc l'hippocampe, c'est une zone hyper importante pour la mémorisation, pour les souvenirs, la mémoire, et ce qui permet de créer des souvenirs, d'encoder des souvenirs, et ensuite de les faire passer en mémoire à long terme. Et quand on dit passer en mémoire à long terme, c'est de mémoire, hein, les souvenirs sont encore encodés dans l'hippocampe pendant 2 ou 3 ans avant d'en être évacués définitivement pour aller dans les zones autres du cerveau. Donc, c'est qu'il y a des groupes de neurones dans le néocortex, donc dans le cortex, on va dire supérieur, qui encodent ces souvenirs. Et quand on se rappelle d'un souvenir, hein, je vous rappelle que c'est jamais exact, hein, quand on se souvient de quelque chose, en fait, on réactive un réseau de neurones et on retraite à nouveau le souvenir.
Et donc ça permet, quand on réactive ce réseau de neurones, de se rappeler de l'expérience, de se rappeler de ce qu'on a encodé précédemment. Je baisse un petit peu le son. Hop. De ce qu'on a encodé précédemment. Et donc cette zone du cerveau, cette connexion néocortex-hippocampe, et ce système de mémoire néocortex-hippocampe, il a évolué il y a 200 millions d'années. Et c'était la première étape pour aller vers un système d'imagination. Alors, une des manières les plus évidentes de faire de l'imagination, d'imaginer des choses, c'est le sommeil paradoxal. Et donc, le sommeil paradoxal, c'est ce qu'on appelle le REM sleep en anglais, Rapid Eye Movement, pour le fait que quand on est en sommeil paradoxal, nos yeux bougent rapidement sous nos paupières, ou quand si vous dormez les yeux un peu ouverts, pas sous les paupières. Et donc pendant cette période-là, on va expérimenter des choses, on va repasser des souvenirs, on va reconstruire des choses, etc. Et c'est aussi une période où l'imagination peut être très importante. Alors, les mammifères ont du sommeil paradoxal, ont une phase de sommeil paradoxal dans leur temps de sommeil. Les marsupiaux et les animaux qui ont un placenta, parce que les marsupiaux il n'y a pas de placenta, hein. Donc les animaux qui mettent bas et qui ont, comme les êtres humains en fait, des petits, etc., directement, ils ont du sommeil paradoxal. Par contre, visiblement, les echinidés, eux, qui donc sont des mammifères qui pondent des œufs, n'ont pas de sommeil paradoxal. C'est quelque chose, alors je vous l'ai mis ici, hein, vous avez des articles qui sont cités. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'il n'y a pas de sommeil paradoxal distinct. Les animaux type echinidés, en fait, ils ont un mélange, une phase de sommeil qui mélange plusieurs phases de sommeil et dont une espèce de sommeil paradoxal, mais pas avec les mêmes rythmes au niveau du cerveau, les mêmes activités électriques. C'est quelque chose de plus primitif, et donc qui n'est pas séparé et qui n'est pas une phase de sommeil à part entière avec toutes les caractéristiques que ça peut avoir. Voilà. Donc les ornithorynques, typiquement, sont ce type d'animaux. Il y a quelques animaux qui sont quelques mammifères, qui sont des mammifères qui pondent des œufs, en fait. Hein. C'est très... voilà, c'est echinidés, hein, c'est quelque chose de très limité, mais ça existe. Alors, chez les êtres humains, les rêves, ça permet de trouver des solutions. Alors, il y en a plein d'exemples, il donne des exemples de l'histoire, de scientifiques, etc., qui ont eu des illuminations en rêve, parce que voilà, c'est le traitement, ça fait partie du processus de créativité, du retraitement de l'information et des souvenirs qui font que on recombine en fait des informations pendant le sommeil paradoxal, on retraite les expériences de la journée, etc. Et donc, ça permet de faire de nouvelles connexions entre des infos qu'on a vues et des savoirs plus anciens. Et donc, c'est l'intégration, en fait, c'est le passage de l'hippocampe au néocortex pour les souvenirs, hein, donc du centre du cerveau vers l'extérieur. Et donc tout ça, ça permet d'avoir de nouvelles idées, d'imaginer de nouvelles solutions, etc., et de résoudre des problèmes. Ok, donc ça c'est quelque chose de spontané, quelque chose qui n'est pas contrôlé. Quand on rêve, on ne contrôle pas, sauf à faire des rêves lucides, mais c'est encore un autre truc qu'on va pas évoquer ici. Alors, par contre, imaginer, donc l'imagination c'est à la fois l'imagination spontanée, mais c'est aussi, et surtout, et chez l'être humain c'est ça qui est important, c'est l'imagination volontaire, délibérée. Voilà, petite analogie, la différence entre l'imagination contrôlée et l'imagination spontanée, c'est la même chose que entre une contraction musculaire volontaire et un spasme. Voilà. Donc, quand on imagine à dessein, on combine exprès plusieurs idées pour imaginer quelque chose, résoudre un problème, etc. Et en fait, cette action délibérée est fiable de combiner, de recombiner des objets mentaux, c'est ce qu'on appelle la synthèse préfrontale. Voilà, c'est ce que disent les auteurs.
Et donc, pour construire des objets, pour des objets élaborés, etc., des objets figuratifs, comme on a pu en retrouver dans l'histoire, là, ils disent à partir de 60... avant, donc, avant 70 000 ans, donc une période qui était préalable à cette période des dernières 70 000 années, tous les objets qu'on a retrouvés pouvaient être faits par des personnes, des êtres vivants, euh, des, euh, des, des hominidés, voilà, je cherchais le terme, qui potentiellement pouvaient manquer de cette capacité. C'est-à-dire des objets simples, qui ne nécessitent pas une recombinaison, etc. Mais à partir de moins 70 000, moins 65 000 ans, par rapport à la date d'aujourd'hui, on commence à avoir des objets figuratifs. Donc ce qu'ils disaient, des représentations, des hommes lions, euh, des arcs et des flèches, des instruments de musique, élaborés, hein, pas juste une branche qui fait du bruit, hein, vraiment quelque chose, voilà. Des objets funéraires, etc. Et tout ça, ça nécessite cette synthèse préfrontale, c'est-à-dire de se représenter des choses, d'imaginer peut-être un autre monde, d'imaginer, de combiner des idées entre elles, d'inventer des objets, etc. Et donc, d'après les traces qu'on a, parce que c'est toujours pareil en archéologie, mais d'après les traces qu'on a, tout ça, cette synthèse préfrontale, apparaîtrait à partir de 65 000 années avant aujourd'hui, en fait, hein, dans d'endroits du monde. Et et donc, ça serait apparu chez certaines personnes, donc ce serait très important pour l'évolution cognitive, et des analyses génétiques suggèrent que cette synthèse préfrontale, elle n'était pas présente partout, pas chez tout le monde automatiquement, et que il y a eu on va dire une sélection qui s'est faite avec une élimination des mâles qui n'avaient pas cette capacité par les nouvelles armes que permettait de développer cette synthèse préfrontale. Alors là, on va un petit peu loin, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est avancée selon des études, voilà, des analyses génétiques de différents restes contemporains, etc. Avec toutes les marges d'erreur que ça peut comporter, hein. Donc en gros, pour résumer un peu le truc, c'est que tous les mammifères non humains ont le potentiel d'imaginer quelque chose qui n'est pas présent de manière involontaire dans le sommeil paradoxal. Mais seuls les êtres humains peuvent inventer, créer complètement des événements, on va dire, fantasmatiques inventés dans notre esprit. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça avec la synthèse préfrontale. Alors, voilà, imaginer des choses qui ne sont pas là, se replonger dans un souvenir, même la permanence de l'objet, c'est chez des grands singes, etc., ou même chez des oiseaux, donc c'est pour ça où c'est un peu compliqué. Après, le sommeil et le cerveau des oiseaux est très différent d'une autre, et le sommeil des oiseaux est très différent d'une autre aussi. Bon. Enfin, très différent. En tout cas, il n'y a pas de sommeil paradoxal. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la capacité à imaginer, en tout cas, chez les mammifères, c'est quelque chose qui est très répandu. Petite parenthèse, les oiseaux, c'est après, hein, dans l'évolution, donc c'est encore autre chose par rapport aux reptiles, hein. Mais que la capacité à imaginer volontairement, c'est quelque chose qui est apparu plus récemment dans l'histoire et qui expliquerait cette synthèse préfrontale, en grande partie le bon cognitif qu'on a pu faire, puisque imaginer des choses qui n'existent pas, construire des mondes, se construire des représentations, agir volontairement sur ces représentations, que ce soit pour l'évolution scientifique, pour l'évolution aussi symbolique des constructions sociales, etc., c'est quelque chose qui est très important. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article, qui est intéressant. Alors, il faut aller regarder un petit peu les articles cités pour se faire aussi un peu sa propre opinion sur la solidité des hypothèses. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant et qui mérite qu'on s'y penche un petit peu plus. Très bien.
deuxième article. Le deuxième article, c'est celui-ci. Je l'épingle, c'est parti. Donc, mémoire, attention, est-il plus difficile de lire sur écran? Donc là, c'est un article qui a été écrit par 2 maîtres de conf, dont un est HDR, donc habilitation à diriger des recherches, en psychologie cognitive de l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne. Qu'est-ce que nous dit cet article? On change un petit peu de sujet. On va parler de lecture. Vous savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la lecture. Il y a un article aussi du blog sur les bienfaits de la lecture, un podcast aussi, sur quel support lire, etc. Qu'est-ce qui est le plus efficace, quel est l'état de la lecture en France actuellement, etc. Bon, très bien. Ici, les chercheurs s'intéressent à la manière dont on apprend à lire aujourd'hui. Et est-ce que le fait de lire sur écran, ça a un impact sur notre capacité à mémoriser, à comprendre les informations? Alors, il recite les mécanismes de compréhension de texte, c'est une vieille théorie qui est toujours d'actualité, hein. Un des modèles de compréhension de texte, donc de Kincht et Van Dijk. Donc on a 3 niveaux de représentation. Le premier, c'est le niveau de surface. Quand on lit quelque chose, eh bien, c'est la capacité à se rappeler d'un mot lu dans le texte. Donc c'est-à-dire que on a réussi à déchiffrer, mais on ne se souvient pas forcément du sens. Deuxième niveau, c'est justement l'intégration du sens en phrase. On sait ce qui s'est passé, etc. un petit peu. On a compris quelques phrases. Enfin, on a compris les phrases indépendamment les unes des autres. Et puis après, on a un troisième niveau qui est un modèle de situation et rend compte de la capacité du lecteur à élaborer une représentation qui est le produit de l'interaction entre ce qu'il lit et ses connaissances antérieures. Sa capacité à produire des inférences. Donc en gros, on retient des mots, on comprend des mots, on retient des phrases un peu isolées les unes des autres, ou isolées ou intégrées les unes aux autres, et troisième niveau, on est capable de faire des inférences. Je n'avais pas coupé mon téléphone. Hop là. On est capable de faire des inférences. Les inférences, là, exemple, on a une question. Où Anaïs et Julien se trouvent-ils? Dans le texte suivant, on pose cette question-là. Sur ce texte-là, samedi, Anaïs et Julien ont vu des lions et des tigres. Donc, on est obligé de faire une inférence pour répondre à cette question. Donc, on est au troisième niveau. Modèle de situation. On s'est représenté la situation. On se dit, ah bah oui, ils étaient au zoo. Et puis, dès qu'on a une nouvelle phrase qui émerge, puis le clown les a fait beaucoup rire, et on se dit, ah non, en fait, ils n'étaient pas au zoo, ils étaient au cirque. Voilà. Donc c'est ça le niveau d'inférence. Bon, très bien. Donc comprendre un texte, ça suppose évidemment d'aller jusqu'à ce niveau-là d'inférence, le comprendre vraiment. Et puis quand on comprend en termes de mécanismes cognitifs, il y a plusieurs traitements qui sont faits. On a de la mémorisation, mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail, etc. La flexibilité mentale, puisque en fait il faut mettre à jour les informations, hein, c'est ce qui est dit après. Donc il faut se représenter un modèle qui n'est pas figé et l'abonder, le mettre à jour au fur et à mesure. Et l'inhibition, parce que il y a tout un ensemble de tâches qu'on ne doit pas faire quand on est en train de lire, il faut être concentré dessus, etc. Il faut inhiber d'autres processus pour aller vite. Problème quand on lit sur ordinateur, et exactement ce que je suis en train de faire là, on fait du scrolling quand on lit sur un écran. Donc parce qu'en fait quand on se dit spontanément bah oui mais un texte c'est un texte qui soit à moins que l'écran ait un effet en termes de luminosité etc, c'est un texte quoi. Enfin s'il est de la même taille que sur un livre il n'y a pas de raison que ça change quelque chose. Voilà. Sauf que en fait il y a ce qu'ils disent ici, il faut prendre en considération les caractéristiques ergonomiques des supports. C'est-à-dire la taille du support, la luminosité, le contraste, son organisation spatiale, etc. Et les caractéristiques du lecteur. Il y a aussi le fait que dans quelles conditions on est quand on lit sur écran par rapport à lire sur du papier. Alors il y a une récente méta-analyse qui a repris 44 études auprès de 170 000 participants sur les effets du numérique sur la lecture. Alors je vous affiche l'article. Don't throw away your printed books, a meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Voilà. Qui reprend un petit peu tout ça et qui est redétaillé dans l'article. Bien.
Globalement, la compréhension est négativement impactée par la lecture sur support numérique comparée à la lecture sur papier. On se dit, ok, donc il ne faut pas lire sur écran. Enfin, en tout cas, si on veut être efficace, il ne faut pas lire sur écran. Sauf que, c'est un peu plus subtil que ça. Les études ne permettent pas d'identifier la différence entre deux supports en termes de compréhension dans le cas où on consulte les textes en pleine page, sans faire défiler le texte. Donc, si vous consultez sur une liseuse versus un livre, bah, ils n'ont pas comparé ça. Donc, on ne sait pas. Si vous lisez sur écran en faisant défiler, vous savez, si vous lisez un EPUB, notamment sur Chrome, vous pouvez le faire. Hein, vous avez des capacités comme une liseuse, en fait. Hein, vous pouvez donc afficher page par page. Là aussi, ça n'a pas été, ça a pas été, ça a pas été testé. Là, en fait, ils ont comparé vraiment de la lecture sur écran comme je suis en train de faire, c'est-à-dire en faisant du scrolling. Alors, pourquoi est-ce que... Et donc, c'est ce qui explique notamment le scrolling, entre autres choses, en plus de l'environnement de lecture. L'environnement, je parle de ce qui est affiché à l'écran, qui explique la différence de performance et de compréhension, l'efficacité de compréhension entre la lecture d'un livre papier et la lecture du même contenu sur un écran. En fait, première chose, c'est difficile de retrouver un mot ou une phrase après avoir fait défiler le texte. Les mots n'apparaissent plus à la même place, alors que sur papier, leur position spatiale ne change pas. Donc en fait, quand vous scrollez, votre mémoire spatiale, elle n'est pas habituée à ça. Normalement, votre mémoire spatiale, elle dit, bon, il y a ça à cet endroit-là, et puis ça à cet autre endroit-là. Quand vous changez de page, ben, vous avez toujours la... En fait, oui, c'est une autre page, mais en fait, dans l'espace, quand vous réaffichez la page, les éléments sont toujours au même endroit. Quand on fait du scrolling, en fait, les éléments bougent, ils se déplacent. Donc en fait, ce que vous avez lu peut-être là, par exemple, si je lis quelque chose en haut, enfin, si je lis quelque chose au milieu de l'écran, là, ici, quand je vais faire défiler, ça va se retrouver en haut. Donc ma mémoire spatiale, elle ne va pas pouvoir se repérer par rapport à ça. C'est en fait le contenu, il est plus à la même place. Donc ça perturbe notre mémoire spatiale. Donc ça ne nous aide pas à retenir, à comprendre, à être efficace. Alors en plus, il y a le rétroéclairage des écrans qui implique la projection de sources lumineuses vers l'utilisateur et visiblement ça a un effet néfaste sur la lecture, le fait d'être éclairé, parce que on a de la lumière qui arrive sur nos yeux beaucoup plus fort que quand on lit une page en papier. Voilà. On a besoin de plus de fixation oculaire lors de la lecture de texte que sur du papier. Donc on peut avoir une fatigue visuelle accrue parce que nos yeux bougent plus en fait. Nos yeux se fatiguent plus. Et puis si l'interface est de mauvaise qualité, c'est pareil, c'est une mauvaise définition, etc. C'est pas très très bon. Et ces effets délétères ne sont pas répertoriés sur les liseuses qui ne sont pas rétroéclairées mais disposent d'une encre électronique. Après, si vous avez un rétroéclairage sur votre liseuse, maintenant elles en ont toutes, pardon. Avant elles n'en avaient pas. Si vous le foutez à fond, ça va aussi vous fatiguer, mais la plupart du temps, en environnement de lumière normale, vous n'avez pas besoin de rétroéclairage, donc vous n'avez pas cet effet-là. Donc ça, le scrolling, plus la luminosité des écrans, plus la pollution visuelle, les pubs, etc. sur une page d'écran, sur une page de site, vont créer des perturbations qui vont altérer notre compréhension, notre efficacité de lecture. Alors, en termes de vitesse de lecture, ça varie en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Ça, logique. Hop, vous voyez la perturbation là. Donc là, après, il parle des caractéristiques de ce qui est affiché sur les sites web. Donc souvent, on va être plus dans la recherche d'informations que le fait de tout lire aussi. Donc notre attention est perturbée à ce moment-là. Et une grande quantité d'informations accessibles ne facilite pas l'extraction des informations nécessaires à la prise de décision, et peut même conduire à une surcharge cognitive. Donc c'est tout le côté perturbation aussi sur les sites web, etc. Donc en gros, la vitesse de lecture, évidemment, c'est influencé par ce qu'on veut faire avec cette lecture. Est-ce qu'on cherche une info précise? Est-ce qu'on veut lire en détail les choses? Voilà, c'est aussi deux situations différentes.
Par rapport à ce qui se passe dans le cerveau, les données issues de l'imagerie cérébrale montrent que lors de la lecture de texte, les zones cérébrales activées, contrôlant le langage, la mémoire et la vision, sont similaires quel que soit le niveau d'expertise Internet. Par contre, lors de la recherche d'informations, les zones supplémentaires sont activées chez les experts, celles des régions contrôlant la prise de décision et le raisonnement complexe. Donc en gros, quand on lit, vous êtes très très bon pour utiliser Internet, trouver des informations, etc., vous allez avoir une activation plus importante parce que vous allez activer des réseaux justement de prise de décision, d'analyse qui ont été développés spécifiquement par rapport au support que vous êtes en train d'analyser. Quand vous ne connaissez pas, quand vous utilisez peu Internet, ce n'est pas le cas. Par contre, en termes de lecture, c'est exactement pareil. On ne développe pas une expertise de lecture sur Internet. Voilà, donc si c'est vraiment lire un texte, c'est pareil en fait, qu'on s'y connaisse ou pas. Donc pour conclure sur cet article, qui encore une fois s'appuie sur des recherches scientifiques qui sont citées là, que je vous en ai montré une, il y en a d'autres. Utiliser les outils numériques, c'est toujours pareil, c'est un outil, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi on le fait ? C'est l'accessibilité de l'information, c'est l'information fraîche, rapidement accessible, etc. C'est beaucoup plus d'informations accessibles qu'en version papier imprimé. Donc c'est hyper intéressant. Le souci, c'est qu'on a des problèmes d'ergonomie. Quand on fait du scrolling, c'est pas très très bon. Le fait d'avoir des perturbations, des simulations visuelles autour, c'est pas très très bon. Le fait d'avoir une grosse luminosité, c'est pas forcément très bon aussi. D'où la diffusion assez importante ces dernières années vous savez, du mode sombre. C'est aussi pour ça. Voilà, on peut faire des choses pour améliorer la lecture sur Internet. Quand vous avez des articles à lire, vous avez un certain nombre d'extensions aussi navigateurs ou d'applications qui vous permettent en fait de récupérer les articles, soit sous forme d'applis en fait qui vous refont un magazine personnalisé, soit des plugins qui vont juste afficher le texte, qui vont simplifier la page, etc. et qui peuvent vous l'afficher en mode page, c'est-à-dire que vous faites défiler des pages et vous faites du scrolling. Tout ça, c'est des choses qui existent. Et si vous lisez beaucoup sur Internet, ça peut vous aider à être plus efficace dans votre lecture, dans le sens d'une meilleure compréhension de ce que vous êtes en train de lire. Si vous lisez des choses complexes, longues, et pas juste que vous cherchez des informations sur une page. Voilà. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Mais le papier est pas mieux que la liseuse. C'est aussi surtout une question de luminosité et d'organisation spatiale. Voilà pour le deuxième article. Alors il est quasiment 9h. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on fait un dernier article ? Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce que cet article-là, il est très très long ? Je vais le faire rapide. Je vais vous le faire rapidement. Donc, article sur notre posture, nos émotions aux autres. Hop là. C'est parti. Donc, on a des nouvelles recherches qui ont montré que la posture du corps traduit nos émotions et nous permet de communiquer nos émotions aux autres. Alors, il y a eu des études contestées les années précédentes là-dessus, alors notamment sur le fait que la posture du corps pouvait générer des émotions chez les gens. C'est-à-dire, je me mets dans une posture et ça va générer des émotions en interne chez moi. Mais la communication d'émotions via la posture, c'est quelque chose qui est assez maintenant installé. Mais on a des nouvelles recherches qui le reconfirment. Donc la nouvelle recherche, alors il y en a deux là, il y a celle-ci, ok, je les montre rapidement, mais voilà. Donc deux études récentes de Van Capellen et collaborateurs qui montrent ça, de l'université de Duke, et qui montrent que nos visages, il n'y a pas que nos visages qui traduisent des émotions, et que notre posture corporelle joue aussi un rôle. Donc dans une première étude, ce que les chercheurs ont fait, c'est ils avaient des petits mannequins miniatures, leur ont demandé de faire prendre des postures qui représentaient 4 émotions principales.
la dominance, alors je sais plus comment on dit en français, enfin le fait de dominer, d'être en confiance, de dominer un petit peu, voilà, d'être dominant en fait, la joie, l'espoir et l'émerveillement. Et une partie de ces émotions était associée à des postures expansives. Donc c'est des postures où les gens prennent plus de place en ouvrant leur torse et en étendant leurs membres, en fait, loin de leur corps. Et donc, les chercheurs ont voulu voir ce que ces personnes allaient construire comme posture sans sans avoir d'indice sur le sujet. On sait qu'on a des postures plus comme ça quand on est dans ses émotions, mais on ne le disait pas aux gens. Et donc ils devaient le faire selon leur propre représentation. Ensuite, on a des assistants de recherche qui ne connaissaient pas le but de la recherche, donc en gros des étudiants en master probablement, qui ont regardé des photos de mannequins, de ces mannequins, de comment ils étaient, enfin ce qu'avaient fait les gens en termes de posture, et ils devaient évaluer leur position dans l'espace. Voilà. Dire voilà, c'est plutôt comme ça, comme ci, comme ça, les décrire en fait. Et ils devaient aussi dire les sentiments, les émotions qu'ils exprimaient potentiellement. Comme dans des recherches précédentes, ils ont trouvé qu'une posture expansive représentait le fait de dominer. La joie et l'émerveillement étaient aussi représentés par des postures expansives, même plus que le fait de dominer, enfin d'être en confiance, voilà, sur confiance ou domination. Et l'espoir, c'était une posture un petit peu moins expansive, parmi les quatre. Bon, ok. Mais il y avait aussi une différence dans la position des bras. Donc les postures de joie, c'était plutôt avec les bras au-dessus de la tête et la tête en arrière, comme ça. Alors que les postures d'émerveillement, c'était plutôt les mains qui touchaient le visage et ou qui étaient près de la tête. Genre là, voilà. Les postures dominantes, de l'autre côté, c'était plutôt alors, des postures, donc les mains sur les hanches, donc la confiance, quoi. Hein. Et les coups de sortie avec la tête qui regardait en face. Donc pour ces chercheurs, les émotions, elles sont complètement incarnées, c'est-à-dire elles sont corporelles. C'est pas juste la tête, c'est tout le corps. Et donc ils ont voulu voir aussi avec d'autres personnes, si en regardant les photos de mannequins mis dans différentes positions, ils arrivaient à deviner les émotions. Et donc ça c'était plutôt pour le positif-négatif. Les participants donc ont trouvé que les postures expansives avec les bras et levés en fait étaient plutôt des émotions positives, extraversion, chaleur, etc. Alors que les mains sur les hanches c'était plutôt la dominance et les émotions négatives. On restait dans la même chose, dans le même délire globalement. Alors, ensuite, ça c'est une chose. Donc ça on le savait déjà. Alors j'ai plus les études en tête, mais je le traitais dans un cours justement sur l'influence avec des étudiants. En fait, quand on fait aussi des comparaisons, quand on demande aux gens de deviner les émotions juste avec le corps plutôt qu'avec l'expression faciale, en fait, les gens sont plutôt bons pour deviner. Donc, on cache le visage sur une photo, on met juste le posture du corps. Ils sont même parfois plus performants juste avec la posture du corps. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important pour la communication des émotions. Là, ensuite, la deuxième partie, c'est est-ce que ça permet de générer des émotions chez soi? Est-ce que ça influence nos propres émotions? Donc là, on met des capteurs du système nerveux et cardiaque sur des gens et on leur demande de prendre 3 postures. Les mains levées et la tête en arrière, les mains
pliés, enfin les bras croisés en gros, hein, avec la tête vers le bas, ou les bras sur les côtés, et regardez tout droit. Donc soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ok, en gros. Hein. Et pour être sûr que les participants ne devinent pas, pour pas qu'il y ait une influence, qu'ils ne devinent pas que c'est un travail sur la posture, une recherche sur la posture, on leur dit que on va faire une expérience sur les réponses physiologiques et émotionnelles par rapport à la musique qu'ils écoutent en adoptant cette posture-là qu'on leur demande d'adopter. Mais c'est la musique qui nous intéresse. Et les gens devaient écouter sur la musique d'Enya. Enfin, devaient écouter la musique d'Enya. Tout en tenant leur pause pendant 2 minutes. Les résultats, qu'est-ce qu'ils montrent? Que la posture avec les bras levés et la tête donc un peu en arrière, et ben les gens qui avaient cette posture-là faisaient une expérience de cette même musique de manière plus positive, avec des émotions plus positives que ceux dans toutes les autres postures. Voilà. Alors, ils ne savent pas exactement pourquoi ça se passe, puisque la variabilité du rythme cardiaque était aussi plus élevée pour les gens qui avaient leurs bras au-dessus de la tête. Mais ça, c'était visiblement pas lié à des émotions positives. Voilà, peut-être qu'ils ont juste pas mesuré la bonne chose. Mais bon, voilà, et la physiologie, c'est peut-être en fait juste le fait d'avoir les bras levés qui fait qu'en fait on a plus d'excitation et qu'on est plus et que c'est ça qui en fait génère, c'est plus l'effort entre guillemets qui génère de l'émotion positive que la posture. Ou alors, peut-être que justement c'est la posture, que le fait d'être dans une posture particulière fait que ça rappelle en fait des souvenirs particuliers et que ça active, ça génère des émotions, ça active des émotions. Voilà, parce que cette posture-là, c'est donc les bras vers le ciel, la tête en arrière, c'est aussi des postures qu'on a dans des cérémonies religieuses, qu'on a quand on fait du yoga par exemple. Et ils disent peut-être que c'est pour ça que ça génère des émotions positives. Mais plus d'études sont nécessaires pour voir à quel point, bah, en mettant les gens dans des postures différentes, dans des situations différentes, ça génère des émotions ou pas. En fait, pourquoi c'est important et pourquoi ils sont prudents, c'est parce qu'il y a eu des études il y a quelques années qui ont montré que justement la posture un peu de confiance, Superman comme ça, les mains sur les hanches, etc., qu'en tenant ça 2 minutes, on arrivait, et j'en avais parlé sur le blog à l'époque d'ailleurs, hein, qu'on arrivait à générer des sentiments de confiance en soi, de meilleures performances, etc. En fait, ces études, elles ont été un peu refaites, ça n'a pas marché, etc. Donc c'était un peu contesté, la science avance. Et donc on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui si ça marche dans ce sens-là. C'est-à-dire, on sait que les postures du corps sont hyper importantes pour communiquer nos émotions. Et souvent, d'ailleurs, l'expression faciale, c'est quelque chose qu'on apprend à contrôler. Par contre, la posture du corps, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup moins à contrôler. Et donc, souvent, dans des situations un petit peu cadrées, c'est la posture du corps qui va nous donner plus d'informations sur ce que ressent la personne que son expression faciale, quand c'est quelqu'un qui maîtrise l'expression faciale. Donc ça, on sait que en fait, la posture du corps est hyper importante dans la communication des émotions. Ça fait partie des indices dont on n'a pas forcément conscience, mais qui ont un rôle. Par contre, le fait que prendre une posture, ça génère des émotions, c'est-à-dire qu'on se dise, je vais me mettre dans telle posture pendant 2-3 minutes, comme ça je vais changer mon état d'esprit du moment, ça c'est quelque chose qui est encore, c'est flou. Donc moi, on parie pas là-dessus pour l'instant, on verra comment avancent les recherches, mais ce n'est pas gagné. Voilà, voilà. Tac. Alors, voilà pour les articles qu'on va faire ce matin. En fait, je ne vais pas aller plus loin. Il est 9h10 là. On est pas mal. On a vu 3 articles différents sur 3 sujets différents, assez complémentaires. Là, on est parti pour un peu plus de régularité. Je vais peut-être aussi streamer un peu ce week-end vu que c'est un week-end de 3 jours. Mais j'ai aussi un article à faire pour le blog, donc il faut que j'avance. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi. Je vous souhaite
une excellente journée, et puis au plus tard, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse de psychologie positive et plus si affinité. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. Ciao.